Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail, de sécurité routière, propulsé par VIA Prévention. Yes, sir. L'ASP. La ASP. L'épisode d'aujourd'hui, en fait, on a enregistré ça dans le cadre du grand rendez-vous de la CNESST en novembre dernier. Et mon fidèle collègue Julien Lavoie-Leblanc. Yes, sir. Julien a eu une mention spéciale sur son petit carton. Il était journaliste. Oui, je n'étais pas technicien en informatique ou podcasteur. J'étais journaliste cette journée-là. J'étais extrêmement content de la reconnaissance du grand travail qu'on fait à Balado Prévention. Et ça lui a permis d'être à la barre d'un podcast, le seul podcast enregistré, en fait, dans le cadre de cet événement-là, où VIA Prévention, en fait, était exposant. On avait un espace là, dans l'aire de la CNESST. Et Julien en a profité pour faire différentes rencontres avec des gens qui étaient sur place, des spécialistes. Je vais te laisser la chance de présenter ces invités-là qu'on a eus, lesquels vous allez pouvoir entendre un peu plus tard dans le podcast. Oui, exactement. En premier, on a reçu Diane Thibault de la CNESST qui nous a parlé de pourquoi le grand rendez-vous, qu'est-ce que c'est quoi les intentions derrière ça. Donc on était vraiment chanceux et encore reconnaissant d'avoir accès à cette personne de ressources-là pour nous parler un petit peu de ça. Ensuite, on a reçu Marc-André Ferron, qui est auteur, conférencier, consultant en santé et sécurité, et qui est venu nous parler lui aussi là, de ses expériences en milieu de travail et aussi lorsqu'il fait des conférences dans les événements comme le Grand Rendez-vous. C'était très intéressant. Et dernièrement, on a reçu Marouane Belfakir qui était conseiller au partenariat en sécurité automobile. À la SAC. À la SAC, oui, ça. Sécurité routière à la Société de l'assurance automobile du Québec, qui lui nous a parlé aussi là, de toutes les interventions qu'ils font ou qu'ils peuvent faire pour les compagnies, pour les écoles, pour n'importe qui dans le fond qui tient à avoir un peu de support pour entretenir la culture de la santé et sécurité au travail dans son entreprise. Moi, je me suis incrusté quelques minutes là. Ouais. Faire mon tour. Là. Je pouvais pas m'empêcher d'aller voir jaser avec Julien et Jean-Christophe Menguès qui a été aussi là, notre conseiller en communication. Ouais, c'est lui qui m'a tenu. C'est lui qui posait beaucoup de questions. Il parle beaucoup. Fait que je me suis dit, gars. On l'a laissé aller. On l'a laissé aller un petit peu. Fait que on vous laisse écouter ça. Bonne écoute. Yes, sir. Alors, je suis présentement avec Jean-Christophe Menguès, qui est conseiller aux communications. Salut Julien. Ça va bien? Ça va super, et toi? Ça va super bien. Et nous amener de la belle visite. On est avec Diane Thibault, chef des services... Non, il y en a juste un de service. Chef de service des relations publiques et des événements. Ça va bien? Bien, merci. Parfait. Alors, Jean-Christophe, je pense que tu avais quelques questions. Je vais te laisser... merci d'avoir accepté l'invitation. C'est super gentil. Ça me fait plaisir. Là, on est en haut, là, au 2e étage, au Palais des Congrès. On voit le centre-ville de Montréal. On est au GRV de la CNESST. Grand rendez-vous santé-sécurité du travail. Ah, merci, parce que je me demandais si c'est un cours d'alphabet où on était. Là. Mais tu t'as demandé que ça voulait dire GRV. GRV, CNESST. J'ai foutu compter les lettres. Il y a combien de voyelles, tout ça? Non, OK, c'est pas... Et ça sert à quoi, le grand rendez-vous? Pourquoi ça existe, le grand rendez-vous? Pourquoi ça existe? Je vous dirais encore après 17 ans, parce que il y a encore 225 accidents par jour, des accidents du travail. Le grand rendez-vous, c'est une initiative régionale au départ. C'était un colloque qui se tenait à Laval, qui est devenu le grand événement que l'on connaît aujourd'hui. En fait, dans la mission de la CNESST, on vise la prise en charge par les milieux. Donc, le grand rendez-vous, c'est un outil, c'est un moyen que l'on donne aux milieux de travail pour les soutenir dans la prise en charge. Donc, c'est un grand salon. À Montréal, il se tient sur 2 jours et à Québec, il se tient sur une journée.
On réunit travailleurs, employeurs, toutes les personnes qui sont intéressées par la santé et la sécurité du travail. Et on leur présente des conférences. Il y a aussi des exposants. Et tout ça dans le but de contribuer à la formation et des outillés. Il y a combien de personnes qui viennent au GRV à Montréal? En moyenne, à chaque année, à Montréal, on parle de à peu près 4000 personnes qui sont présentes pendant les 2 jours. Et à Québec, on parle d'à peu près 1000, 1200, 1300 personnes pendant la journée. Et donc, les gens viennent chercher des conseils, des formations? Tout à fait. C'est ce qu'ils viennent chercher? Oui, tout à fait. À Montréal, on présente une vingtaine de conférences sur les sujets, toutes sortes de sujets, mais principalement sur la gestion de la santé et sécurité. Il y a aussi des aspects très techniques, comme exemple les poussières. On parle beaucoup aussi de troubles musculo-squelettiques. Donc, gestion de la santé technique et la santé psychologique, qui est aussi un facteur très important. Donc, en gros, une vingtaine de conférences, des conférenciers de renom, des gens qui sont tous spécialisés dans leur domaine et qui viennent pendant 1 heure, 1 heure et quart, parler d'un aspect à améliorer. Donc, ce sont des formations. Des exposants, il y en a combien? À Montréal, c'est gros, là. Oui, bien, en fait, de façon générale, à Montréal, on parle de à peu près 200 exposants et espaces là, qui sont occupés en moyenne, là. Et à Québec, on parle à peu près d'une centaine d'espaces là, qui sont occupés. Est-ce qu'on arrive à mesurer les impacts de grands événements comme ça par rapport à l'objectif qui sont, vous les avez nommés, notamment de sensibiliser les gens? Est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact, savoir s'il y a un effet qu'on peut constater de grands événements comme ça? En fait, l'impact direct n'est pas facilement mesurable parce que on ne connaît pas la portée d'une formation ou quoi que ce soit. Par contre, l'impact, on le ressent parce que d'année en année, il y a des gens qui reviennent. Donc, c'est signe qu'il y a un intérêt pour la santé et sécurité. Les gens nous redonnent aussi des commentaires sur l'importance, qu'est-ce que ça leur a apporté, quelle action qu'ils comptent entreprendre. Donc, ce sont des indicateurs. Par contre, le grand rendez-vous, ou les grands rendez-vous, là, si on parle de Québec, Montréal, et puis la CNESST a aussi des colloques en région. Tous ces événements-là sont un des moyens qui contribuent à la prévention. Mais ce ne sont pas les seules actions de la CNESST. On en a plein d'autres. Et la CNESST doit compter aussi sur ses partenaires pour... C'est un travail d'équipe, hein? Mm-hmm. C'est aussi les partenaires, mais c'est aussi les milieux qui doivent, en tout premier lieu aussi, veiller à leur propre santé et sécurité du travail. Quand vous dites un milieu, c'est une entreprise? Une entreprise, une organisation, que ce soit... Les accidents du travail, vous savez, ils se produisent dans toutes sortes de milieux. Alors, c'est autant dans un organisme sans but lucratif que la grande usine ou dans tous les domaines, hein, les coiffeuses, il peut y en avoir chez les camionneurs, les troubles de dos notamment. Il y en a dans tous les domaines. Donc, c'est chaque milieu qui doit évaluer ses risques, trouver des moyens pour les prendre en charge, se doter de plans d'action pour éviter qu'il y ait des accidents. Oui, je comprends bien. Est-ce que vous avez déjà eu un accident du travail dans votre vie professionnelle? Non. J'ai eu de la chance. Je touche du bois parce que même si moi, je suis dans un milieu qui est plus ou moins à risque dans un bureau. Mais on prend les moyens aussi pour en éviter. C'est-à-dire que, bon, je suis comme beaucoup de personnes, je travaille dans un bureau, un ordinateur, etc., une chaise. Bien, il faut faire adapter sa chaise
Il faut il faut avoir des bonnes postures, etc. Donc, il faut se renseigner, il faut veiller, il faut être à l'écoute un peu de son corps, de s'assurer que si on a un mal de cou ou quoi que ce soit, il faut trouver rapidement des solutions, des mécanismes pour éviter que ça s'aggrave. Parce que des accidents du travail dans des milieux conventionnels de bureau, il y en a, hein, des tendinites, des maux de dos, des chutes de niveau. En fait, c'est très simple, mais il y a beaucoup d'accidents, des gens qui trébuchent sur des choses dans leur bureau, et il y en a beaucoup plus qu'on pense. Parfait, vous êtes prudent, faites de la prévention, si je comprends bien, à tous les niveaux. Bien, il faut. Même au niveau de l'écran. Il faut, tout à fait. On a ici des exposants là, qui ont des tables ergonomiques. De plus en plus, là, il y a toutes sortes les milieux de travail ont des tables ergonomiques pour justement ajuster à la hauteur d'une personne, les plus petites comme les plus grandes, puis selon le travail que l'on fait, si on fait de l'écran, puis si on fait, si on est architecte, on ne travaille pas de la même façon, là. Alors, dans les véhicules, c'est la même chose, hein? Vous savez, il y a des véhicules, les sièges se lèvent, il y a toutes sortes de moyens. Oui, justement, des pédales volantes oui, de plus en plus. Fait, ouais. Dans certains véhicules, en tout cas, c'est... Oui. C'est aménageable. Mm. Écoutez, c'est quand le prochain... Est-ce qu'on a déjà les dates du Grand Rendez-vous 2018? À Montréal, 7 et 8 novembre, Palais des Congrès. Je dois spécifier parce que c'est très... c'est pas très fréquent dans notre monde très commercial, mais l'entrée du salon, la visite du salon, elle est gratuite. Donc, participer aux conférences, ça, c'est payant, mais l'entrée est gratuite. Donc, je pense que ça vaut la peine de prendre 1 heure ou 2 ou 3 pour venir voir tous les exposants. Et les exposants, c'est fascinant parce que ils ont toutes sortes de démonstrations, toutes sortes de... Est-ce qu'ils donnent des petits cadeaux? Nous, on aime aller dans les salons. On aime ça avoir des petits cadeaux. Certains... Y a-t-il des balles anti-stress? Je peux pas vous dire s'ils ont la balle anti-stress, mais certains ont des objets promotionnels, mais ils ont surtout des moyens efficaces pour éviter les accidents. Parfait. Bien, écoutez, merci beaucoup. Continuez d'être prudente. Gardez votre belle santé, votre beau sourire. Merci. Et merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on est de retour toujours avec Jean-Christophe. Chanceux. Ouais, pas pire. Et on a aussi avec nous en ce moment Marc-André Ferron, auteur-conférencier qui donnait la conférence d'ouverture du Grand Rendez-vous de cette année. Ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Ben, moi, ça va bien. Jean-Christophe, je te laisse y aller. Ouais, les premières questions. Non, c'était pas une question, je veux que tu partes. Non, c'est pas que je m'en aille. Je te laisse y aller, vas-y. Ok, je m'en vais. Vas-y. Merci d'être avec nous ce matin au Palais des Congrès avec toujours le centre-ville de Montréal, un peu brumeux, mais derrière nous. Marc-André, tu étais déjà notre conférencier d'ouverture au colloque chez nous de Via Prévention la semaine dernière sur la santé et sécurité pour les camionneurs. Hier matin, tu étais le conférencier d'ouverture du grand rendez-vous de la CNESST. On sait qu'il y a des milliers de visiteurs. Avant d'être à notre colloque, tu étais au santé et sécurité de la CNESST à Drummondville. Mauricie, Centre du Québec, oui. Mauricie, Centre du Québec. Avant, tu étais ailleurs. Après, tu seras encore ailleurs. C'est quoi qui se passe entre la santé et sécurité du travail et toi? Une vraie passion. En fait, j'ai 2 passions dans la vie par rapport à mon travail, la gestion et la santé et sécurité. Et c'est ce que j'essaie de véhiculer au plus de gens possible, dans le plus d'événements possible, parce que chaque événement va contaminer d'une certaine façon. Chacun des participants vont en retenir chacun leur petit bout, puis c'est ce qui va faire la différence dans le concret des gens au bout de plusieurs années, je pense. Qu'est-ce que tu leur racontes, ces gens-là qui t'écoutent? En fait, j'essaie de prendre les principes de base de la gestion de la santé et sécurité, ceux qui sont écrits dans nos lois. Et les lois sont souvent peu connues, mal comprises, difficilement explicables pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop. J'essaie de les rendre le plus simple possible, les vulgariser, les mettre avec des images, parce que souvent on dit une image, ça vaut 1000 mots. Donc, quand on est capable d'expliquer... À la radio, on n'est pas d'accord avec ça. C'est plus difficile. Le podcast, là, on dit que ça, c'est un mot vaut 1000 images. Ouais, mais
J'aime beaucoup faire des analogies avec des histoires, faire des parallèles. Si on prend la conférence hier en ouverture, c'est des parallèles entre le hockey, la santé, sécurité, l'importance d'avoir un bon plan de match, que tout le monde joue ses rôles, que tout le monde joue en équipe. Hier après-midi, au grand rendez-vous, il y avait une autre conférence dans programmation régulière qui était la santé-sécurité comme par magie. Et ce que j'explique dans cette conférence-là, c'est quoi les parallèles entre la santé-sécurité et Walt Disney. Puisque quand on va à Walt Disney, il y a une recette magique qui nous met en place pour faire vivre l'expérience parfaite. Et ce qu'on explique dans cette conférence-là, c'est comment faire vivre une expérience parfaite sans accident de travail en appliquant la recette de Walt Disney à la santé et sécurité au travail. Donc, des images, en fait, mais qui parlent d'elles-mêmes parce que les gens les connaissent bien. On parle de magie. Est-ce qu'ils ont essayé déjà de mettre du monde en ligne avec Mesmer qui leur disait « Toi, t'auras pas d'accident. Toi, t'auras pas d'acciddent. » Ça marcherait? L'hypnose, ça marche. Ouais, ça marcherait-tu? Écoute, je miserais pas sur l'hypnose autant que l'élimination à source des dangers. C'est mieux, ça. On pensait qu'on avait quelque chose. Julien Maudit, on l'a pas. On l'a pas trouvé. On devrait demander à M. Ferron. Ce serait peut-être une des approches comportementales les plus efficaces. L'hypnose? Ben, écoute, les autres donnent pas nécessairement des grands résultats. Donc, je suis un grand fan d'éliminer à source les dangers, les réduire à source, sinon définir des rôles aux gens et les faire appliquer à 100%. Et quand on a ça, c'est pas mal une recette gagnante. Et tout ce qui est juste sensibiliser, puis essayer de jouer ses valeurs, ses comportements, les habitudes, c'est quelque chose qui est très, très flou, difficilement gérable, difficilement durable dans le temps. Et c'est pourquoi que mon message se véhicule beaucoup autour. Tu donnes beaucoup de conférences. Hein? Comment tu arrives à garder la flamme? Comment tu arrives à chaque fois te dire, OK, il faut que je les allume? Parce que toi, une conférence, ça règle pas les problèmes, mais ça sensibilise, ça donne envie de s'impliquer. C'est plus de la motivation que des outils directs qu'on va appliquer demain matin. Là, on sait que ça prendrait, je sais que tu es consultant aussi, là, ça prend un travail un peu plus de longue haleine. Mais comment tu arrives à te motiver toi-même, à dire, OK, eux autres, je sais que j'ai déjà donné de nombreuses fois cette conférence, mais ce matin encore, il faut que je donne, il faut que ça fonctionne, il faut que la sensibilisation se rende jusqu'à leur cœur. Ben, je vous dirais... Comment tu fais ça? Ce qui me motive, en fait, c'est très intrinsèque. Là. C'est une satisfaction personnelle de le faire. À chaque fois que je me lève pour aller en donner une, ça me prend pas de l'énergie, ça m'en donne. Donc, c'est pas vraiment difficile d'arriver à me motiver. Par contre, il y a des petits éléments à chaque fois qui font en sorte que... Oui, c'est encourageant de les donner. Je vous donnerai un exemple. Je donnais une conférence il y a peut-être 2 ans dans une association sectorielle, laquelle, des fois, je recroise des gens que j'ai donné la conférence, qui ont participé, qui l'ont entendu. Et il y a une dame qui me dit, il n'y a pas tellement longtemps, elle dit « Ah, j'étais à la conférence que vous aviez donnée il y a 2 ans, ça arrive sud de Montréal. » Je me rappelais plus vraiment de ce moment-là, mais ce qu'elle me disait, la dame, elle dit « Moi, j'ai retenu une chose de votre conférence. » Elle dit « C'est que la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque, puis il faut connaître nos risques si on veut arriver à les gérer. » Puis elle dit « Depuis ce temps-là, on a fait tout l'inventaire des risques dans notre organisation. » Ben, ce que ça veut dire, c'est elle n'a pas toute la recette de ce que ça prend pour arriver à gérer les dangers, mais à travers l'heure qu'on a été là, elle a retenu au moins une chose, c'est qu'il fallait qu'elle connaisse ses risques pour arriver à les gérer. Et si elle a retenu ça, d'autres personnes vont retenir, eux autres, l'importance de la rigueur. D'autres personnes vont retenir l'importance de définir des rôles puis les faire exécuter. D'autres personnes vont retenir des éléments de la loi qui sont fondamentaux d'appliquer. D'autres vont retenir des éléments de formation, peu importe quoi. Mais chacun va retenir son petit bout et même si c'est pas parfait, ça donne toujours un petit quelque chose. Est-ce que des fois, tu es amené à parler directement à des travailleurs? Ben, dans des événements comme ici, en fait, comme le grand rendez-vous, non, qui je sont veux des dire événements grand public. En 1 à 1, en personnel, dans un bureau? Régulièrement. En fait, je vous dirais, j'ai peut-être une répartition de mon temps qui est 1/3 de consultation, 1/3 de conférence, puis 1/3 d'intervention directe en entreprise. Puis dans cette intervention-là en entreprise, ben, c'est ce qui alimente aussi après ça l'écriture, c'est ce qui alimente les nouvelles idées de conférences, tout ça, parce que les exemples, ils arrivent de où? Ils arrivent du concret, de la réalité des gens. Puis la santé-sécurité, ça se passe pas dans des bureaux, ça se passe sur le terrain. En fait, ça va toujours être là. Et les gens qui y sont exposés, c'est ceux qui travaillent 8 heures par jour et qui sont là. Fait que c'est important de se tenir près de ces gens-là. Et souvent, ils ont des exemples assez extraordinaires à nous fournir. Comme quoi, par exemple? Un exemple?
Alors, je te donnerai un exemple. Il y a quelques semaines, j'étais dans une entreprise alimentaire qui est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre extrêmement sévère. Ils n'ont plus de gens à embaucher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis. C'est une usine? Oui, une usine qui doit avoir à peu près 500 personnes. Donc, ils se sont mis à embaucher une communauté multiethnique de travailleurs, 27 nationalités qui sont mis à rentrer dans l'organisation, des gens qui ne parlent pas français, pas anglais. Et là, il faut les former sur le cadenassage, les espaces clos. Il y a des gens qui n'ont jamais vu d'eau courante de leur vie ni d'électricité dans ça. Il faut qu'ils aillent cadenasser des éléments. Vous pouvez imaginer la complexité que ça peut avoir d'arriver à faire ça. Et je me ramasse dans mon audit que je suis en train de faire avec le représentant des travailleurs. Et souvent, la première question que je vais poser, c'est d'après vous autres, c'est quoi le top 3 de vos problèmes? Et ce monsieur-là, il me dit, vous savez, M. Ferron, ici, il y a 85% d'ethnie dans l'organisation et ce sont habituellement des gens qui sont très croyants et ils croient que Dieu va les protéger des accidents de travail et qu'ici, ont un accident, c'est parce que Dieu en a voulu ainsi. La fatalité. Donc, c'est une réalité qu'on a dans la province de Québec en 2017 que j'avais jamais entendu avant il y a 2 semaines, mais c'est saisissant et ça ramène à l'importance, encore une fois, d'éliminer puis de réduire la source parce que quand même qu'on voudrait essayer de changer les valeurs de quelqu'un qui pense de cette façon-là avec un taux de roulement de 60%, c'est à peu près impossible. Et ce que ça veut dire, est-ce qu'on est imputable de ces personnes-là pareil s'il arrive un accident de travail? C'est sûr que oui. Intéressant. Ouais, j'avais jamais pensé à ça. Ouais, d'habitude, quand on se fait parler, on imagine déjà une prochaine question. Mais là, on était absorbé par ça. C'est vrai que c'est troublant et ça ramène, c'est sûr, à l'élimination de la source. Puis la responsabilité de l'employeur dans la gestion des risques et l'élimination à la source, comme tu dis. Là. Il n'y a pas 100 000 recettes. C'est toujours la même chose. Éliminer, réduire, gérer. Je vous donnerai un autre exemple. On aime ça, les exemples. Un exemple, une compagnie en fait, qui a des usines qui sont relativement au nord de la province. Donc, énormément de chutes à la glace depuis des années. La plupart de nos organisations ont tous ce problème-là. Vous avez ça dans l'industrie du camionnage aussi. On en a beaucoup avec les autobus scolaires, les gens qui tombent, qui glissent en faisant la ronde de sécurité, des véhicules lourds, ça, on en a, Et souvent, en santé et sécurité, quand on parle de comportement, puis ça, on veut sensibiliser les gens, puis... Si je vous posais la question, d'après vous autres, est-ce qu'il y a un individu dans la province de Québec qui n'est pas sensibilisé au fait que de la glace, ça glisse? Est-ce qu'il y en a un? À ma connaissance, non. Il n'y a pas personne qui pense que ça colle. En tout cas, ça, c'est sûr. Donc, 100% des gens sont sensibilisés. Et en plus de ça, 100% des gens ont déjà expérimenté la chute sur la glace. Tout le monde est déjà tombé au moins une fois. C'est pété à fiole, je veux dire. Une bonne débarque. Tout le monde en a déjà eu. Donc, on est sensibilisé à 100% et tout le monde l'a déjà assimilé. Et au-delà de ça, si je vous posais la question, est-ce qu'il y a des travailleurs qui volontairement viennent travailler avec des crampons d'un pied? Personne ne le fait. La compagnie que je vous parle, eux autres, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas éliminer à la source parce qu'ils ne sont pas maîtres de la glace et tout ça. Ils avaient quand même évalué la possibilité de mettre des fils chauffants dans leur stationnement à la grandeur de la corporation. Ça coûtait 2 milliards. Donc, on est hors de quelque chose de réalisable. Donc, ils ont regardé la deuxième option de réduire à la source. Ils ont fait augmenter les contrats d'épandage de sel, de sable partout à grandeur de la corporation. Malgré ça, ils ont continué à avoir des chutes sur la glace parce qu'on ne peut pas en mettre sur les passerelles, ces toits. On ne peut pas en mettre dans tous les endroits possibles sur un terrain qui fait 1 kilomètre de long. Donc, il restait une possibilité, mettre en place des mesures de gestion et ils ont imposé le port des crampons en tout temps durant la période hivernale de la mi-novembre à mi-avril. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à éliminer la problématique des chutes sur la glace. Donc, ce n'est pas en sensibilisant. À chaque année, ils envoyaient des petits emails à tout le monde. Faites attention pour ne pas tomber. L'hiver commence, ça glisse, la glace. C'est cute, c'est gentil, mais ça ne donne pas de résultat. Il manquait combien aux 2 milliards? Ça devait manquer. Je sais pas, il faudrait savoir combien ça coûte tout ce monde-là qui tombe. Ça coûte pas assez cher finalement. Il faudrait que ça nous coûte plus cher quand on se fait mal. Mais, ok, c'est quand même. Est-ce qu'il y a est-ce que on parle d'élimination du risque à la puisque cette source-là, puisqu'elle peut être à différents niveaux, c'est quoi la granularité exactement?
Je sais pas si je suis clair. C'est comme là, On ne comprend pas. En tout cas. Moi non plus. Ben, c'est bon. C'est rare, je parle La granularité. moi, je parle Ouais, je parle à des machines d'habitude. Pourtant, il ne boit pas de café. Non, mais tu sais, comme là, on disait, une des sources, ça aurait pu être éliminer la glace. Là, on se rend compte que ça se peut pas. Après ça, on s'est dit, bon, le sel pour aider à moins glisser. Après ça, on s'est dit les crampons. Mais tu sais, ça peut être plus... t'sais, après ça, il peut avoir aussi pu se présenter quand il neige, tu sais. C'est quoi le niveau le plus... qu'on va d'habitude... comment est-ce qu'on juge de ça? Ben, en fait, c'est toujours de... Pourquoi que l'élimination en source, c'est le fondement de la loi sur la santé et sécurité? C'est que si tu as éliminé un danger, tu l'as géré à 100%. Si tu l'as géré à 100%, il ne peut pas arriver d'accident de travail. Donc, ça, c'est le monde idéal. Mais à partir du moment que tu peux pas, puis souvent, l'exemple que je donne, c'est avec des machines dangereuses. Si tu as une machine que tu as besoin pour faire ton produit, ce qui est la réalité de la plupart des entreprises, ben qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, prends ta machine, puis mets-la dans une cage, fermée, barrée, puis tellement bien conçue que n'importe quel individu, quand même, qui voudrait se lancer dans la machine, il peut pas. Et là, on vient d'offrir un facteur de sécurité équivalent à éliminer le risque à 100%. Mais on l'a réduit à ça, on l'a confiné de manière à le rendre inaccessible. Quand on n'est pas capable de faire ça, c'est là que ça prend des mesures de gestion. Le problème avec les mesures de gestion, c'est deux choses. Ton risque est toujours présent dans ton environnement de travail. Et la deuxième des choses, c'est que tu te fies à des êtres humains pour arriver à gérer le risque. Mm-hmm. Et là, la mosaïque humaine, vous la connaissez comme moi, il y a des gens qui sont extrêmement brillants, il y en a qui ont un peu plus de difficultés, il y en a qui sont rigoureux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais pas aller plus loin dans mes explications. Bouche les oreilles. Il y a des gens qui ont beaucoup de rigueur, il y en a qui en ont pas, il y en a qui sont distraits, il y en a qui sont attentifs. La mosaïque humaine, c'est extrêmement varié. Et si on ne fait que travailler sur l'humain, on prend les dés, on lance les dés en se disant on espère qu'on va être chanceux dans la façon que les gens vont appliquer les choses. Quand on définit des mesures de gestion, je reviens à l'exemple de la machine dangereuse, elle est dans une cage fermée barrée. S'il faut aller l'entretenir, cette machine-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ben là, on va appliquer un programme de cadenassage qui définit une séquence de rôles, responsabilités très précises, qui fait quoi, quand, où, comment, avec quel matériel, de quelle façon. Et s'il applique ça à 100%, ce que ça veut dire, c'est qu'on va être à énergie zéro. Si on est à énergie zéro, on a offert un facteur de sécurité équivalent à de l'élimination ou de la réduction à source. Alors que si on fait juste sensibiliser les individus, c'est toute la variabilité humaine qui est là. Puis souvent, je pose la question aux gens, avez-vous déjà essayé de changer quelqu'un? Et essayer de changer quelqu'un, ça peut être extrêmement long. C'est pas garanti de résultat. Il y a une citation que j'aime bien, c'est... elle vient des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes, eux autres, ils disent « Amener un gars à changer, ça prend une vie. Mais changer, ça prend 2 minutes. » La malheureuse réalité dans nos organisations, c'est qu'on n'a pas une vie pour sensibiliser les gens. Et si on tue un nouvel employé à 8h01 de sa première journée de travail, l'avis d'infraction va arriver pareil et vous n'aurez pas privilège parce que c'était sa première journée puis que ça faisait juste 1 minute qu'il était chez vous. Vous êtes imputable. Les avis d'infraction, les poursuites, tout ce qui va suivre avec ça va arriver quand même. Donc, ce n'est pas une option. Et la sensibilisation, c'est gentil, mais c'est complémentaire à faire de l'élimination, de la réduction et de la gestion. Il y a une question qui me vient, puis on s'entend qu'il n'y aura sûrement pas de réponse magique parce que sinon il n'y en aurait plus d'accidents dans ce domaine-là. C'est on fait beaucoup de sensibilisation, puis on prend des actions. Nous, chez Via Prévention, dans notre mission, il y a aussi la sécurité routière. Si on pense à la sécurité routière et au principe dans la loi d'élimination du risque à la source, est-ce qu'il y a un raccourci qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un lien préventif qu'on peut faire entre le principe là, d'élimination de la source et les risques d'accidents sur la route? Oh, c'est une bonne question. Écoute, Ouais, il faudrait réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire en élimination à la source sur l'industrie du transport. Sur la route, là, c'est pas juste Ouais. les camions, là, mais n'importe qui finalement en voiture. Ben, Là, est-ce qu'il y a des raccourcis à faire ou c'est juste En fait, une série d'étapes? Il y a des éléments qui sont hors du contrôle du camionneur qui serait le risque de dérapage ou tout ça en période hivernale qui serait salé, les routes et tout ça qui est du ministère des Transports, les rendre accessibles, éliminer le risque de dérapage par l'épandage d'abrasifs qui n'est pas sous sa responsabilité. Mais assurément, c'est sûr que ce serait un des éléments clés. Mais dans l'industrie du transport, mais j'irais beaucoup plus
malheureusement, avec des mesures de gestion, qui sont les inspections préventives de vos véhicules, qui sont les logbooks que les gens vont avoir à tenir, donc c'est malheureusement beaucoup de rôles et responsabilités qui viennent vous aider à gérer les dangers plus que de l'élimination à la source. Ça me faisait penser hier, je parlais avec quelqu'un après la conférence, il gère un service de police. Il dit c'est difficile d'éliminer à la source les dangers parce que tout le monde qui sont déviants dans la rue, il faudrait tous les tirer. Je trouvais que c'était quand même une drôle d'analogie, mais... C'est un peu... C'est raide. Mais disons, c'est direct, en tout cas. Ben, il y a des places qui le font, mais on aimerait mieux pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un service de police, on ne peut pas éliminer tous les dangers à la source et beaucoup de choses qu'ils vont faire vont être basées sur des protocoles d'intervention. Et plus on est capable de les appliquer rigoureusement, plus ça va faciliter. Mais c'est des métiers qui sont beaucoup plus complexes parce qu'il n'y a pas une situation qui se ressemble. On n'a pas nécessairement le temps de réfléchir avant d'agir tout le temps. On est live dans l'action. Donc, c'est pas toujours facile. Une question qui me vient comme ça, là, on a quasiment fini notre petit moment en ton agréable compagnie, mais toi, t'es conférencier, puis à la fin, il y a toujours des gens qui parlent pas pendant la conférence, puis ils viennent te voir à la fin. Il y a toujours un petit groupe de personnes. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, Qu'est-ce qu'ils veulent pas savoir? Qu'est-ce qu'ils veulent pas qu'on sache? Il y a beaucoup de gens qui sont très gentils, en fait, qui se donnent la peine de venir partager leur appréciation. Les têteux, ils sont pas têteux, ils sont gentils. En fait, tu me demandais tantôt qu'est-ce qui est encourageant, ce genre de commentaires-là. À la fin, c'est toujours le fun de voir que quelqu'un vient de partager ce qu'il a compris. Donc, tu sais qu'il y a quelque chose qui est déjà assimilé dans son cas, puis que ça va y rendre service. Des fois, les gens, c'est malheureux, mais ils se sentent très seuls dans des fonctions de santé-sécurité parce qu'il n'y a pas d'appropriation par la ligne de gestion. Ils ne sont pas supportés. Puis là, ils disent, mais qu'est-ce que je fais dans tel cas? Puis nous autres, on est pognés avec ça chez nous, puis ça fait 5 ans que c'est de même. Puis là, je t'avais de sacrer mon camp. Puis ils ont toutes sortes d'enjeux personnels qui vivent avec ça, puis ils cherchent des solutions. Puis là, vu qu'ils ont entendu quelque chose d'inspirant, ben ils voudraient donc que tu les inspires un peu, puis leur donner un petit quelque chose qu'ils vont pouvoir s'accrocher pour arriver à continuer. Puis après ça, qu'est-ce que les gens... Ben, des fois, il y a des gens qui sont juste un peu timides puis qui n'osent pas poser leurs questions pendant que tout le monde est là. Quand on est dans une salle de 300, 400, 500 personnes, faut que tu sois un peu dégêné pour lever ta main puis poser une question. Là. Enfin, on a juste à se rappeler... l'époque qu'on était ces bancs d'école dans une classe de 30 personnes, c'est pas tous les enfants qui lèvent la main pour poser une question. Non, c'est juste 30 personnes. C'est les mêmes qui posent pas, qui parlent pas en à la fin des conférences. Je les ai pas connus. Donc, tu donnes des conférences, mais tu as un kiosque exposant ici au Grand Rendez-vous, puis j'ai vu que tu avais toutes sortes de livres. Ouais. T'écris aussi. Ouais, ben, je vous dirais, j'écris comme je parle. Pourquoi je me suis mis à écrire, c'était aussi pour... j'aime bien défaire le mythe comportemental, je pense que vous aviez remarqué. Ouais. Et je vous dirais, c'est pas mal peut-être la bataille d'une carrière que j'aurais amenée parce que j'y crois, à savoir si j'y crois très, très fermement. Et une des choses que j'avais un peu en dédain depuis le moment que j'ai commencé à être dans le milieu de la santé-sécurité, c'était les livres. Okay. Parce qu'ils sont habituellement longs et plates. Si on pense à un ouvrage de santé-sécurité, dans notre tête, on voit une espèce de livre d'1,5 pouce d'épais avec des milliers de graphiques, avec des flèches qui tournent en rond, qu'on ne comprend pas le début, la fin. Il y a 800 pages et là, après, la table des matières, on est déjà écœuré parce qu'elle a 60 pages de long. On remercie nos amis écrivains en santé et sécurité au travail, on les salue. Chez Via Prévention, nos documents sont... Nous, c'est une feuille recto-verso. Mais c'est ça. C'est concis. J'ai toujours le même standard quand j'écris mes livres. Faut pas que ça prenne plus que 3 heures à lire. OK. Puis je le fais toujours tester par des gens qui sont pas dans le milieu de la santé-sécurité, des gens qui travaillent dans des services de garde, dans des bureaux, dans des services à la clientèle de n'importe quelle compagnie, qui connaissent strictement rien en santé-sécurité. Je leur demande de lire, je leur demande combien de temps ça a pris puis qu'est-ce qu'ils ont retenu. Puis si le message passe en 3 heures pour quelqu'un qui connaît strictement rien là-dedans, ce que ça veut dire, c'est que le livre il est proche de ce qu'il faut qu'il soit. Puis ce qui m'a beaucoup inspiré dans ce sens-là, c'est Einstein qui disait « Si tu peux pas expliquer quelque chose à un enfant de 6 ans, c'est probablement que c'est pas tout à fait clair pour toi en partant. » C'est comme ça que j'essaie d'écrire mes livres pour qu'un enfant de 6 ans serait capable de le comprendre.
Cool. Ben écoute, merci. Où est-ce qu'on peut les acheter, ces livres-là? Tous- Où est-ce qu'on les trouve? Tous disponibles en ligne sur gestionauthentique.com, sont disponibles dans mes conférences, sont disponibles sur Amazon, iTunes, iBook en fait. Puis je me rappelle, tapez ça en ligne, Gestion GestionAuthentique.com. Authentique, vous allez tomber sur la boutique de Gestion Authentique, vous allez tout avoir ça là, avec un délai d'expédition extrêmement rapide. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup. Grâce à l'industrie du camionnage, j'imagine. Ah, Oui. ça. Parfait. Ben, merci beaucoup, Marc-André Merci. Ferron, pour ces belles réponses. Vous êtes bien gentil. Merci Bonne beaucoup. fin de journée. Bye. Alors, bienvenue. Je suis avec Jean-Christophe toujours et on a finalement, enfin, la grande visite de Samuel Laverdière. Salut Sam. Alright, ça va Ah, bien. Yes, sir. T'étais occupé ce matin au kiosque de... C'est quoi exactement? C'est l'ère CNESST? J'ai passé quelques temps au kiosque Inter ASP en Ok. tant que représentant de Via Prévention. Oh. Et cet après-midi, tu fais le kiosque... Est-ce que tu fais le chercher l'erreur? Ouais. Donc, C'est quoi? Est-ce que tu peux décrire un peu c'est quoi cette activité-là? c'est un espace dans lequel on a un chariot élévateur, un transpalette électrique et un palletier. Et on demande aux gens qui veulent bien se prêter au jeu d'essayer d'identifier les éléments défectueux ou les éléments anormaux qui sont présents sur ces trois équipements-là. OK. Puis ça va de très facile à très dur ou en général c'est assez simple? Il y a des éléments qui demandent peut-être plus de connaissances, mais en général, rien qu'à voir, on voit bien. Surtout concernant le palletier, sont pour la majorité assez évidentes, mais c'est quand même des choses qu'on peut retrouver dans les différents entrepôts de différentes compagnies québécoises. Mais tantôt j'ai visité le kiosque puis Ça peut paraître caricatural, mais c'est des ouais, affaires il y qu'on en voit a dans la que vraie ça- vie ouais, aussi. je crois. Mais tantôt j'ai fait le tour justement du palletier puis je checkais les erreurs avec Catherine, notre conseillère. Puis est-ce que je sais pas si j'ai bien compris, mais est-ce que le fait que les deux barres soient deux couleurs différentes, c'est un problème? Généralement, c'est un signe. Mais- Ça veut dire que c'est des pièces qui sont pas d'un même fabricant. Donc, qui ne s'assemblent pas nécessairement bien ensemble. OK. Un fabricant, généralement, va avoir une couleur à lui. Donc, si je vois que mon palletier est tout bleu, ben, probablement que les pièces viennent d'un même fabricant. S'il est tout orange, s'il Mhm. est tout vert. Donc, ça peut être un signe. Si je vois que j'ai des montants qui sont bleus avec des lisses qui sont grises, Mhm. tu sais, il y a quand même dans plusieurs établissements des palletiers qui ont été achetés usagés, qui ont pu être réassemblés. Et quand on a justement des pièces de couleurs différentes, ça peut être un signe de dire ça fait peut-être pas ensemble, Ok. on a peut-être forcé l'assemblage. OK. Ouais, puis le problème aussi, si quand on voit des couleurs différentes, et le problème de fabricants différents, c'est que l'acier ne sera pas forcément le Ouais. même, il n'aura pas la même épaisseur, et Oula. donc la capacité de charge. Comment tu fais pour le savoir? C'est Du- quoi la capacité si tu as des morceaux qui viennent de fabricants différents? Mhm. Ben, la réponse est tu peux pas. OK. Ben, souvent, la réponse c'est tu prends une chance, tu le mets là, tu regardes comment ça travaille. Ça tient pas, c'est correct. On n'aurait pas dû le Ça faire. tient on pas, le il va sait. se ramasser en bas. Ouais. Ouais. Puis l'autre que j'avais la plupart des me semblaient évidentes là. Mais les déchets, donc il y en a une erreur, c'est qu'il y a des déchets sous Ouais, il y a le palletier. ouais, il y a des Là, en ce moment, il y a comme des résidus de boîtes. palettisation. Ouais, c'est ça, il y a comme des boîtes puis un sac, comme un sac qu'on aurait fait une petite poubelle temporaire avec là. Ouais. Ça, à part que c'est pas propre, c'est quoi exactement? Ben, en général, tout ce qui peut se retrouver sur une allée de circulation dans un entrepôt peut être la source d'un accident. Pour éviter ces niaiseries-là, ben, c'est pas des niaiseries, là, mais pour éviter qu'il y ait apparemment quelque chose d'anodin se retrouve sur une voie de circulation et enclenche un accident, ben, tu évites qu'il y ait des choses inutiles qui se retrouvent là. Tu dégerbes, on se dit ça, c'est du dégerbage. Ouais, ben, là, Tu t'arranges que, tu sais, il y a juste les charges soient bien palettisées, donc bien wrappées.
puis à la fin, tu t'arranges qu'il n'y ait rien qui traîne parce que tu sais pas comment ça peut se retrouver sous le pied de quelqu'un qui l'aura pas vu puis se péter la fiole. T'as probablement jeté un coup d'œil au transpalette, au chariot élévateur qui était à côté. Les roues de tout ça, il n'y a pas de... C'est pas des pneus avec de la grip. C'est lisse. Il n'y a pas de suspension. Fait que le fait de monter sur des marchandises, ça pourrait en réalité déséquilibrer ton chariot. Puis quand on voit des matières plastiques, ça peut s'enrouler autour des essieux. Puis éventuellement, ça pourrait nuire à ta conduite, à tes déplacements. C'est pour ça que faire le ménage, c'est un principe de base pour travailler, pour pas que ça vienne gêner ton gerbage, là, le fait d'aller prendre ou de déposer tes marchandises dans le paletier. Ça peut susciter une distraction. Ça n'a pas d'affaire là. Non, ça, C'est évidemment. clair, hein? Ouais. Imaginons un transpalette électrique. Peut-être que l'exemple serait plus... mettons, on essaie d'imaginer une situation. J'ai un transpalette électrique où je suis à conducteur porté. Donc, je suis sur ma machine. Ce qui me tient, c'est que j'ai une main sur une barre, j'ai une main sur mon timon, mon volant de transpalette. S'il y a des cochonneries qui sont pognées dans la roue puis qu'il y a une roue barre, ben à ce moment-là, j'aurais un risque d'être éjecté de mon chariot. Là, il n'y a rien qui me protège. OK. Bon, fait que C'est un peu ça. faites attention. Puis, ben ça, donc les visiteurs du Grand Rendez-vous sont invités à participer à cette activité-là. Ouais. C'est quoi d'habitude le taux de réussite? Est-ce que les gens les trouvent les plus évidentes, mais pas les plus difficiles? Est-ce que ça ressemble à quoi? Si tu veux, je peux répondre. Samuel, j'étais là hier un peu plus. Là. Il n'y a pas d'évaluation de ça. Le but, c'est pas vraiment je comprends, mais... Tu sais, c'est de discuter puis d'amener les gens à discuter de comment ça se passe chez eux. Tu sais. C'est d'utiliser des erreurs de base qu'on peut montrer là. Ah, OK, est-ce que vous avez ça chez vous? Ah, ben nous, on n'a pas ça, mais on a ça. C'est comme ça qu'on arrive à glisser des conseils. Là. Mais tu sais, c'est surtout pour... on utilise le jeu. Hein. On aime ça, chercher l'erreur. Là. Au magazine, le CNESST, la page la plus lue, c'est la page chercher l'erreur de loin. Là. Et on aime ça. C'est juste un petit jeu. Puis les gens, ils se transportent avec les erreurs qu'ils se voient dans leur entrepôt. Ça permet aussi des fois de... oui, les erreurs qu'ils vont identifier ou qu'ils vont scorer fort, ça va être des fois des éléments qui sont peut-être les plus simples à régler, les plus évidents, mais ça nous permet d'amener les éléments qu'ils n'ont pas trouvés, de dire ça que tu n'as pas vu, ça a encore une plus grande incidence sur ta sécurité, sur les risques d'effondrement, sur les risques d'autres choses. Okay. Donc, ça permet juste de mettre la table sur, après ça, d'autres points qu'on peut développer là, avec ces différents participants-là. Puis on donne il y a beaucoup de documentation, de guides, fiches techniques qu'on a faites chez Via Prévention sur le sujet. On les distribue. Puis la conversation, souvent, c'est regarde, si tu veux en savoir plus, tu vas en trouver dans la copie papier. Là. Il y a toujours tout sur le site, là, mais c'est une autre façon d'aller plus loin que juste le jeu ou la sensibilisation. OK. Good. Ben, c'est fun. Fait que dans le fond, on est là. C'était ça qu'on faisait hier. On est là aujourd'hui aussi toute la journée. On espère bien même être là encore l'année prochaine. Là, si, Ah, ben ça, Jean-Christophe, toi, t'es sur ton petit carton, sur ton accréditation, c'est écrit invité d'honneur. Ouais, c'est moi, ça? je suis pas comme toi. Je suis pas journaliste. Ouais, moi, je suis média, journaliste, là, mais invité d'honneur, c'est tout un titre. Ah, c'est bon. Donc, ben Sam, si t'as le temps, tu repasseras durant la journée. Moi, on va encore recevoir une couple de personnes. Fait que, on s'en va. Yes, sir. À plus tard. À plus. Alors, on est de retour avec toujours mon fidèle acolyte Jean-Christophe. Bonjour. Yes, sir. Et on est avec Marouane Belfakir qui me tend son badge pour être sûr que je le nomme bien, de la Société de l'assurance automobile du Québec. Bravo. Et ton titre exact, c'est? Conseiller en partenariat à la sécurité routière. Alright, est-ce que tu peux développer un petit peu plus sur le poste? Ah oui, ça, il le faut. Il le faut. Sinon, ça va mal. Alors, un conseiller en partenariat à la sécurité routière, c'est qui travaille en partenariat avec tous les partenaires sur le territoire québécois. Alors moi, personnellement, j'ai 4 territoires que je couvre, à savoir Montréal, Laval, Lanaudière et les Laurentides. Plus précisément, les Basses-Laurentides. Et je travaille avec les partenaires qui s'occupent de tout ce qui est sécurité routière, entre autres, dans plus de 90% des cas, les policiers.
Et ces policiers-là, ils font en sorte que, oui, ils font de la répression, mais ils font aussi de la sensibilisation. Et nous, notre mandat à la Société de l'assurance automobile, c'est de faire de la sensibilisation auprès de la population, auprès de nos aînés, auprès de nos jeunes, auprès des entreprises. Partout où on peut être, on va y aller afin de mieux prévenir que guérir. On connaît bien la SAAC dans le monde du camionnage, mais par l'intermédiaire des contrôleurs routiers. Oui. Et puis là, c'est gouvernemental. Les polices, ça, c'est par la SQ que vous passez ou c'est les polices municipales? La SQ, c'est au niveau de tout le territoire québécois. Ils s'occupent principalement, disons, des autoroutes ou des régions éloignées. Mais quand tu dis la police, c'est les polices municipales? La société, la SQ, il y a la SQ, puis il y a les polices municipales de la ville, qui sont d'ailleurs payées par les villes, alors que la SQ, ça relève du gouvernement provincial. Mais quand tu dis que vous passez par la police pour passer vos messages, de quelle police tu parles? Toutes les polices. Ah, toutes? Toutes les polices sur le territoire québécois, sur la province, eux, ils s'occupent, ils nous épaulent dans nos opérations de sensibilisation. Et par la suite, il y a la carotte, mais il y a aussi le bâton. Eux, il s'avère qu'ils ont le bâton pour réguler un petit peu tout ce qui se passe sur le territoire. Ils vont faire de la sensibilisation pendant, par exemple, sur l'alcool au volant pendant 2 semaines, mais il faut que la répression s'en suive. Sinon, il n'y a pas l'impact n'est pas là. Mais par exemple, pour qu'on comprenne bien votre rapport, par exemple, avec la police, tu parles de sensibilisation de l'alcool au volant. Moi, je pense au barrage. Oui. Est-ce que c'est ça, par exemple? Ça, c'est des barrages. Ça, c'est un contrôle. Mais ils peuvent, par exemple, aller à l'école, par exemple, peuvent aller dans une école secondaire, dans un cégep, dans une université, dans leur communauté pour faire de la sensibilisation à l'alcool au volant, pour ne pas que les gens, disons par exemple durant les fêtes, pour ne pas qu'ils boivent et conduisent. Alors, ils vont leur faire ils ont différents outils pour sensibiliser ces gens-là. Ils ont entre autres des lunettes Fatal Vision qui simulent quand on est en état d'ébriété. Ouais, j'ai déjà essayé ça. Bon, c'est le fun. Sans les lunettes? Non, mais c'est C'était juste en état d'ébriété. Non, mais je t'ai pacté, j'ai mis les lunettes, ça allait mieux après. OK. Et tu dois marcher sur une ligne droite. Et c'est là où on réalise que soit tu es pacté ou tu ne l'es pas. Mais ça, c'est la SAAC qui dicte les messages aux policiers sur comment sensibiliser la population. Absolument. Alors, on travaille en partenariat, on est en équipe. Et on fait des campagnes de sensibilisation à la télé, vous en avez certainement vu. C'est quand même des pubs de sensibilisation qui sont très bien appréciées de la population québécoise. Et on cible durant l'année, ça peut être la distraction, les textos au volant par exemple. Ouais. Ça peut être la fatigue au volant qui est la 3e cause de décès au Québec. Et l'alcool, quand on approche des fêtes, de Noël, eh bien, on va en partenariat avec Nez Rouge, entre autres, avec la Sûreté du Québec, on va lancer des messages à travers tout le territoire pour rappeler aux gens les règles primaires. Alors, quand vous buvez, vous ne conduisez pas. Et on leur donne des outils pour qu'ils y arrivent. C'est quoi que vous pouvez faire? On leur donne des solutions de rechange. Il existe, comme à Montréal, vous avez Cool Taxi, je ne sais pas si vous connaissez, les petits coupons. Vous offrez ça à votre petit jeune, il a ça dans sa poche. Quand il a fini de faire la fête, il prend le taxi, il a son petit coupon. Il n'y a pas besoin de penser à ce que j'ai 20 pièces ou je ne l'ai pas. Là, tu sais. Il prend son taxi, puis il rentre chez lui en toute sécurité. Alors, il y a différentes solutions qu'on amène auprès de ces gens-là, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans des écoles, peu importe, pour pallier à certaines problématiques. La route est le risque et le danger qui occasionne le plus de décès au travail. C'est la route qui est c'est le danger qui tue le plus quand on parle de santé et de sécurité au travail. Est-ce que vous intervenez aussi dans le milieu professionnel, dans les entreprises? Est-ce que les policiers vont parler de ça dans les Absolument. Organisations? Les policiers vont... Au niveau des entreprises, c'est pas aussi
développer auprès des policiers. Ils vont faire certaines entreprises, mais c'est notre rôle à nous, la Société de l'assurance automobile du Québec, d'aller dans ces entreprises-là et de leur offrir, on va faire du démarchage, on va les appeler, on va leur offrir un service qui est tout à fait gratuit et pour sensibiliser leurs employés. Alors, par exemple, moi, je vais aller chez Gaz Métro, je vais aller chez Bombardier, je vais aller chez Saputo, peu importe l'entreprise, et je vais leur donner une conférence. Alors, dernièrement, j'étais par exemple chez Gaz Métro et chez Bombardier, et je leur ai offert une conférence qui dure 1 heure. Eux, ils vont libérer leur monde pendant 1 heure, ils vont se présenter là, et ils vont arriver avec leurs idées préconçues sur, par exemple, la distraction. Parce qu'en entreprise, la problématique qu'ils ont présentement, c'est la distraction et la fatigue. Il y a aussi la ceinture de sécurité, tout dépendant du domaine de transport. Mais en général, les entreprises, ils ont ces 2 problématiques-là. Alors, je combine ça en une présentation, et je donne une conférence là-dessus, et je démystifie un peu toutes ces mythes qu'ils ont par rapport à la distraction et à la fatigue. Et on leur explique ces points-là. Et tout d'un coup, à la fin de la présentation, de la conférence, ils réalisent qu'il y avait beaucoup d'informations qu'ils ne connaissaient pas. Malgré qu'ils pensent être connectés, tous avec leur téléphone intelligent, à un moment donné, c'est plus le téléphone qui est intelligent, là. Donc, vous allez dans les entreprises et comment ça fonctionne? On appelle la SAAC? On t'appelle toi directement? Oui, alors on a un conseiller en partenariat par territoire. Moi, je couvre près de la moitié, comme je vous disais, les gros territoires, la métropole et la Rive-Nord. Tiens, on va le mettre comme ça. J'ai une collègue qui va couvrir la Montérégie. J'en ai un autre qui va couvrir l'Estrie, le centre du Québec. Puis chacun, on est 6 pour tout le territoire québécois. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tous faire la job pour tout ce territoire-là, pour tout ce beau monde-là. Alors on a besoin de ces partenariats avec la police, mais pas juste la police. Ça peut être des entreprises. On crée des partenariats avec eux afin que l'information puisse passer. On crée des partenariats avec des écoles. Je vous donne l'exemple. Juste dernièrement, on a fait le Cégep Montmorency où j'ai demandé à tous mes partenaires, à savoir les ambulanciers, les pompiers, le STM, le STL, le contrôle routier, qui viennent avec leurs engins, qui viennent sur place, qui montent des kiosques, qu'ils prennent des autobus pour montrer c'est quoi les angles morts d'un autobus, c'est quoi les angles morts d'un camion, quand est-ce qu'un ambulancier intervient, pourquoi il intervient. Alors c'est comme ça qu'on éduque ces jeunes-là à leur réalité de tous les jours, à ce qui risque d'arriver. Et on leur donne les outils pour qu'ils puissent mieux comprendre les dangers reliés à la route. Parce que tout le monde veut sa liberté, avoir son petit permis pour aller à gauche et à droite et vivre la liberté de l'automobile. Mais il y a des responsabilités qui sont reliées à ça. Au-delà de la conférence et de la sensibilisation, est-ce que toi ou des collègues ou la SAQ, je ne sais pas, en tant qu'organisation, vous pouvez aller plus loin? Est-ce qu'il y a un suivi qui peut être fait par la suite? Est-ce que, je sais pas, un directeur santé-sécurité peut travailler à plus long terme avec vous sur un programme de prévention sur la distraction, mettons? Absolument. Absolument. On a des spécialistes pour chacun de ces sujets-là à Québec qui va pouvoir développer du matériel pour mieux convaincre une clientèle, pour mieux rejoindre une clientèle spécifique. Alors, on a des outils pour ça, mais on a des équipes qui sont chevronnées, qui connaissent très bien ça, qui sont spécialisées là-dedans, pour mieux adresser un problème en particulier. Comme moi, je travaille dans une entreprise, j'ai plusieurs représentants sur la route. Je peux travailler avec vous pour que quelqu'un vienne dans mon entreprise, développe des outils pour mes représentants à moi, pour qu'ils soient moins distraits sur la route? Ça peut aller jusque-là? Oui, ça peut aller jusque-là. Mais au-delà de ça, on a des outils. Alors, on sait qu'aujourd'hui, je crois que tout à l'heure, tu auras pu essayer nos belles lunettes de réalité virtuelle qui font une sensation en ce moment sur la vitesse. Alors, on crée des outils pour mieux convaincre ces gens-là et pour mieux les informer. Alors, je te donne un exemple. On sait que je donne une conférence. Oui, je vais avoir l'attention des gens. Il faut arriver à garder leur attention, à les garder en haleine aussi, pendant 1 heure. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tous capté toute l'information que je leur ai donnée. Alors que si j'arrive et je leur fais, il y a le théorique et le pratique. Si je les amène et je leur dis, vous savez quoi, je vais vous mettre des lunettes
Fatal Vision, qui simule quand on est en état d'ébriété, et je vais vous demander de marcher sur une ligne droite. Alors là, ils vont les mettre, puis là, ils vont réaliser le danger relié à l'alcool au volant, relié à quand on est en état d'ébriété ou quand on est extrêmement fatigué. Si j'arrive pas à marcher d'ici à là-bas et je prends un volant, je prends une voiture, je suis derrière le volant d'une voiture qui pèse 1 tonne, 1 tonne et demie, eh bien, les dangers sont beaucoup plus accentués. Ça devient une arme, ok ? On peut aussi prendre, j'ai différents outils, j'ai des roues pour échanger avec les gens, pour ne pas que ça soit monotone. Une roue je ne sais pas si vous vous rappelez de la roue de fortune là, de Corbeil et Hanouk. Où ils gagnent le million. Ok, c'est toi qui arrive. Mais moi, je leur fais gagner plus que le million, par exemple. C'est toi qui signes les chèques? Oh, oui, mais moi, c'est encore mieux. C'est un chèque qui est quasi vitam aeternam, à savoir qu'ils gardent leur vie. Quand je leur donne ces informations-là, ils parlent avec de belles images. Non, c'est beau. Qui est relié, des informations qui est reliées à savoir qu'est-ce qu'ils font dans tel ou tel cas. C'est des informations qui pourront les aider au niveau de leur survie, au niveau de leur train-train quotidien. Eh bien, tu viens de changer beaucoup de choses. Et cette personne-là, une fois qu'elle a de nouvelles informations, vous le savez, elle va en parler autour d'elle. Le bouche à oreille, là, il fonctionne très, très, très bien. Alors, quand on vient en entreprise, on en parle. Ces gens-là, quand ils vont retourner chez eux, ils vont parler autour de la table à leurs conjoints, leurs conjointes, leurs enfants, leurs petits-enfants, puis ça se multiplie. Et c'est ça l'objectif. Parce que oui, on fait des pubs de sensibilisation à la télé, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va les voir à la télé. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, on marche là, puis tout le monde a le nez sur son téléphone. Alors, on crée de quoi pour aller rejoindre sur ces bidules-là? On est un peu responsable de ça parce que beaucoup de gens cherchent le balado de Via Prévention. Oui, voilà. Avec ton podcast aussi. Tout le monde veut savoir comment je m'abonne. Ouais. Mais ça, c'est comme par exemple les pubs de... En ce moment, c'est le basketball. Oui, mais tu l'as vu là, au niveau des textos? Oui, c'est ça. On arrive, c'est un bon exemple de partenariat que nous avons. On a eu aussi un partenariat avec les Saguenayens de Chicoutimi. Vous connaissez? Ils connaissent pas ça. Non, c'est loin, là, c'est trop loin. Là, c'est pas en France. Le hockey sur sable. Et on a créé aussi un partenariat avec le Canadien de Montréal. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la publicité au niveau de l'alcool où il sort de son bar et il ouvre sa voiture à distance. Puis, il y a 3 joueurs du Canadien de Montréal qui lui bloquent le chemin pour ne pas qu'il aille prendre sa voiture alors qu'il est en état d'ébriété. Okay. On avait fait ça avec les Saguenayens de Chicoutimi. Là, on a fait un partenariat avec le Rouge et Or de Québec, basket, pour rappeler aux gens que quand tu textes au volant, quand tu es distrait, pendant que tu es distrait, tu ne fais pas autre chose, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Tu ne joues pas et tu n'arrives pas à marquer des paniers comme il se doit. C'est la même chose au volant. Quand tu es à regarder ton téléphone, tu ne regardes pas la route. Ici, je leur disais, et le meilleur exemple qu'on leur donne, vous roulez à 90 km/h, vous recevez un message, qu'est-ce qu'on mange pour souper ce soir, chérie? Tu fais juste le lire, je te dis pas que tu vas répondre à ton texto, il y en a qui osent aller répondre au texto, qui écrivent carrément un roman là, pendant qu'ils conduisent. Juste à lire ce petit message-là, qui est de 4 à 6 secondes, à 90 km/h, vous venez de traverser un terrain de football, les yeux fermés. Vous avez l'image mentale. Et si je vous disais, d'ici à là-bas, marcher les yeux fermés, mais non, t'es fou, je ferais jamais ça. Pourtant, tu le fais avec une voiture d'1,5 tonne. Là. Vous voyez? Alors, c'est là où on amène les gens on fait des parallèles. On leur donne des exemples, on parle à leur intelligence. Et on les fait interagir pour qu'ils puissent mieux retenir l'information. Parce que s'il fallait que... je crois que c'est Einstein là, qui l'a prouvé qu'on retient seulement 10% de l'information. Notre cerveau retient 10% de l'information. Alors imaginez quand quelqu'un qui est plate en avant, là, qui te parle de quelque chose qui t'intéresse moins. Alors quand tu lui amènes un outil différent, qui est nouveau, tu viens de chercher, tu viens de capter son attention. Non, c'est sûr. Mais, tu sais, on le sait, là, quand on discute, là, on sait que rationnellement, quand on n'est pas attentif au volant, on prend des risques. Absolument. Mais on les prend quand même. Oh, on les prend quand même. J'ai l'impression que c'est la nature humaine jusqu'à ce qu'il y ait une fatalité. Je vous donne l'exemple. En ce moment, on est sur une... vous connaissez la route 158? Pour aller à Fermont? Non. La route 158,
De C'est Bécomo une ancienne à route, c'est une Magnifique. route, la route nationale qui va de Joliette à Mirabel. Là. Vous la connaissez? Ben, c'est ça, Fermont. là. On s'en Bon, va celle-là, la sur problématique, 58. celle-là, mais c'est la problématique, elle est entre ces deux points que je vous ai dit. Et il y avait une jeune dame, on était dans les médias, ils parlaient tous que c'était la route la plus dangereuse au Québec. Mais est-ce vraiment la route la plus dangereuse au Québec? Est-ce que c'est la route elle-même qui est dangereuse? Ou c'est les usagers de la route qui sont dangereux? Alors, quand ces gens-là prennent cette route-là, oui, il y a un certain nombre d'accidents sur la route, mais c'est les usagers qui sont distraits, soit qui sont fatigués, soit qui sont en état d'ébriété, soit qui ne respectent pas les règles, qui ne respectent pas la signalisation. Et c'est avéré que plus de 80% des cas, la faute, elle est liée à l'usager de la route qui a commis une erreur, et non pas la route même. Alors oui, en ce moment, on va faire une annonce d'ailleurs la semaine prochaine, avec une ministre, hein, je vous mets ça un peu à l'avance. Hein, et on a changé quelques tronçons. On a d'ailleurs mis un carrefour giratoire pour mieux faciliter la fluidité de la circulation sur cette route-là. On a fait, en mois de février, au mois de juin, on a lancé un programme pour la route 158. On a impliqué des familles, on a placé des panneaux sur tout le long de cette route-là, des familles qui ont perdu un être cher sur cette route-là. Et on explique que c'est dû peut-être à la météo, par exemple, ou à la fatigue, hein, ou à la distraction. Et il s'est avéré, je vous donne un autre exemple là-dessus, où le capitaine de la police de Mirabel qui était avec nous, il venait nous rejoindre pour lui aussi faire partie de ce comité-là. Puis il nous parlait d'une jeune dame de 32 ans qui a pris la route. Puis tout simplement, elle textait son nouveau copain, son amoureux, pour lui dire « je m'en viens ». Le moment qu'elle a pesé sur send, elle venait de faire face à un F-150. Et un petit RVR face à un F-150, t'as aucune chance. Et c'est ça le risque. Les gens-là prennent ces risques-là tout en sachant qu'ils mettent leur vie en danger. Est-ce que la quoi personne bon? à qui elle écrivait, c'était le chauffeur du F-150? Oh non. Ok. Là, ça aurait été Juste pour un être peu sûr. awkward. Là. On voit pas, mais là, je hoche de la tête. Désagrément à ce commentaire. Donc là, si je reviens à une chose précise, là, c'est ça, on vous appelle, puis ça peut prendre combien de temps? Si jamais, moi, je te veux dans mon entreprise pour que tu viennes sensibiliser avec les outils dont tu as parlé, moi, je vais te voir en jupe avec les roues de la fortune. Ah oh, je suis magnifique en jupe. Les gens poilus. Est-ce qu'on parle de... Parce que, tu sais, on sait jamais, quand on parle à la SAQ, ça peut prendre du temps, pas beaucoup de temps. Non. Écoutez, c'est sûr qu'on a quand même des partenariats. Avant que toi, tu m'appelles, moi, j'ai aussi un agenda qui est quand même assez bien rempli. Mais ça reste que vous êtes un nouveau partenaire. Vous avez cette volonté de changer les choses auprès de vos ouvriers, par exemple, auprès de vos collègues. Ben, nous, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir d'aller dans un nouvel environnement et de parler à ces gens-là et à les sensibiliser. Alors, on s'arrange pour pouvoir nous libérer et y aller. Et c'est tout à fait gratuit. Il faut que les gens retiennent ça, c'est tout à fait gratuit. C'est un service que votre gouvernement vous offre pour que vous puissiez être mieux outillés face à ces problématiques-là. Non, c'est le fun. On s'imagine pas, des fois, on a parfois tendance à ne pas savoir, et malheureusement, c'est souvent le cas. On ne sait pas ce qu'on peut aller chercher comme ressources. Mais on ça, je trouve ça le pense fun. connaître, on pense savoir, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors quand vous amenez quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine, qui a toutes les ressources, toute l'information nécessaire, eh bien, il vient vous donner quelque chose, des outils, il vient vous amener à un nouveau monde, là, hein, où vous réalisez qu'il y a autre chose que mes petites idées préconçues. Là, tu sais. Et ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner à un gestionnaire qui a devant lui une gang de travailleurs qui ont tendance à être distraits au volant? Ça serait quoi le conseil à leur donner pour leur dire d'arrêter? D'abord, il y a une responsabilité individuelle là-dedans. Hein? Le gestionnaire, il a bien beau dire, vous savez, c'est up and down. Hein? Le gestionnaire, il va dire, c'est toujours la même chose. Je vous donne des directives. Alors que quand vous amenez quelqu'un comme moi, qui vient de l'externe, qui vient avec une expertise externe et qui vient parler à ces gens-là, eh bien,
c'est quelque chose de totalement différent. Ce n'est plus de la hiérarchie, là. C'est quelqu'un qui me parle d'égal à égal et qui m'explique pour mon bien-être, pour mon bien et le bien d'autrui, me rappeler les règles élémentaires et me rappeler comme quoi ma vie a de l'importance. Ma vie, elle est aussi importante que n'importe quelle autre. Et n'importe quel autre usager, il est important parce que cette personne-là, elle conduit du point A au point B, elle veut juste rentrer, puis aller voir sa famille et vivre sa vie tranquille. Pourquoi devrais-je venir et la faucher, cette vie-là, hein? Et de la façon dont nous, on vient l'expliquer, c'est plus le patron qui parle à ses employés, qui leur donne des directives, mais on crée une relation d'égal à égal et l'information passe mieux. Et au niveau des textos, on leur amène différents exemples pour mieux leur expliquer pourquoi c'est dangereux. Je vous ai donné l'exemple du 90 km/h tout à l'heure, mais je peux vous en nommer 1001 exemples pour qu'on puisse faire réaliser. Et on a des images concrètes, là. On a des images, des vidéos pour mieux leur faire passer le message que c'est quelque chose qui n'est pas à leur avantage. Donc, le meilleur conseil, c'est d'appeler à sac. Apparemment. Absolument. Absolument. C'est ça. Nous sommes un partenaire. Vous savez, on a à la société, il y a un département qui a été créé depuis un certain nombre d'années maintenant de partenariat parce qu'aujourd'hui, l'avenir est relié à ça. L'avenir, c'est le partenariat, c'est qu'on puisse travailler main dans la main pour arriver à une solution, pour arriver à un résultat. Si chacun travaille dans son coin, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on travaille en équipe, il faut qu'on unisse nos forces pour arriver à une solution viable. Écoute, moi je te remercie, c'est c'est une bonne, vraiment intéressant. Et une question que je suis sûr que tout le monde qui écoute vont se poser. Marouane, c'est quand t'as pogné ton dernier ticket? Jamais. Oh, je suis un bon garçon. Alors voilà, j'ai jamais bu, jamais fumé, jamais drogué. J'ai juste un vice, mais je ne le nommerai pas aujourd'hui. Lequel? Jamais. OK. Là, c'est pas les seules raisons d'avoir un accident non plus. Non. Surtout, de prendre personne ne veut vivre un accident. Croyez-moi, personne. Ça reste que c'est ce que vous avez entre les mains, ce volant-là, il faut que les gens se rappellent, c'est une arme. Et que ça peut tuer. Souvent, tu sais, moi, j'ai pas de voiture. J'ai mon permis, mais j'ai pas de voiture. J'habite à Montréal, je travaille à Montréal. Fait que métro et puis... Citoyen modèle, quoi. Oui, exactement. Et dans le fond... souvent, j'ai l'impression, tu sais, je vois moi de la rage au volant, j'en vis pas personnellement, mais j'en vois des fois, puis des fois, j'ai l'impression que le monde oublie qu'ils ont une tonne entre les mains, tu sais. T'as une machine à tuer dans les mains, puis il suffit que ta main elle part d'un mauvais sens, puis c'est fait, là, c'est pas toi nécessairement qui a fait le plus gros du dégât, c'est ton véhicule, mais c'est toi qui es responsable, tu sais. Absolument. Faut pas oublier ça. Puis un autre point, si tu me permets, j'essaie toujours de rappeler aux gens que toi, tu es un très bon conducteur. Tu as confiance en toi. Mais il n'y a rien qui te garantit que l'autre qui est en face de toi l'est. C'est un bon conducteur ou qu'il a toutes ses capacités. Peut-être qu'il est en état d'ébriété, peut-être qu'il est distrait, peut-être qu'il a des problèmes familiaux qu'il n'arrive pas à se concentrer. Peut-être que ce qu'il écoute à la radio, là, ça l'intéresse beaucoup, qu'il ne fait que regarder la radio. Comme notre podcast. Alors... c'est très important de se rappeler que je dois conduire pour moi, mais aussi pour les autres. Ça, c'est une notion qu'on avait discutée. Pour ceux qui avaient entendu le podcast, lors de notre colloque à nous, le 9 novembre, on avait parlé à Jonathan Beauvais de la SAQ, et donc du contrôle routier plus précisément. Puis il avait amené cette notion-là que tu amènes aujourd'hui on conduit, mais on n'est pas seul et on peut faire mal aux autres. Souvent, les campagnes, c'est sensibilisation. Si tu vas avoir un accident, tu vas te faire mal. Je caricature. Mais là, on a cette notion-là que Jonathan avait amenée, que tu reprends aussi aujourd'hui, c'est que pense aux autres aussi, là. Absolument. Puis ça, c'est une notion, effectivement. Ça touche une autre corde qui peut sensibiliser puis peut-être influencer le comportement. Ben aussi, tu sais, évidemment, là, penser aux autres, mais là, encore là, je parle parce que je vois ça de loin, mais on dirait que tout le monde, en tout cas, à écouter tout le monde parler, tout le monde parle un conducteur.
Oh, tout le monde conduit vraiment parfait, sauf les autres. Tu sais. Ouais, Fait c'est que clair. on est toujours les autres des autres. Hein. exact. Fait que ça aussi, je pense que des fois, c'est bon de se remettre un petit peu, de se rechecker un peu, savoir je suis l'autre d'un autre. Là, tu sais. Ça se peut-tu que moi aussi, des fois, je Il y vois a- pas la Il y a perfection. nos aînés, là, il y en a un qui m'a fait rappeler une chose où je leur disais à nos aînés, si vous n'avez plus la capacité de conduire, vous n'avez plus la santé de conduire, ben, votre devoir social, ça serait de dire, ben, écoute, je mets en danger les autres. Puis là, il m'a dit, vous savez quoi, Marwan, si tu veux vraiment parler, les toucher, ça serait leur dire, imaginez-vous, vous n'avez plus les capacités de conduire, ou vous avez un quelconque problème de santé ou de famille, peu importe, puis vous êtes derrière le volant, et que vous avez votre petit enfant en arrière, le mettrez-vous en danger? Et c'est là où il se pose la question, ah non, je ne voudrais pas le mettre en danger, alors je ne prendrai pas le volant. Vous voyez? On a parlé ça aussi avec Marc-Soleil Cloutier, l'épisode de novembre. On parlait de l'acceptation de la vieillesse chez certaines personnes. Ouais. Il y en a, c'était parce qu'on parlait des feux de circulation, les passages piétons qui étaient faits en fonction de la vitesse normale d'un humain seconde par mètre, là, mètre par seconde. Puis on disait que justement, ça aussi, c'était un certain facteur problématique, l'acceptation de la vieillesse chez la tranche de population qui la vit, là, de savoir est-ce que je suis moi-même encore capable pour l'ego, juste ne serait-ce que pour ça, Est-ce j'imagine. que j'ai toujours mon autonomie? Est-ce que tout fonctionne encore bien? Est-ce que le moindrement que quelqu'un qui oublie sa sortie, par exemple, ben, il y a problème là. Mhm. Hein? Bon, on s'entend une fois, c'est ça. Non, c'est sûr, ça peut ça peut arriver, mais c'est ça, c'est constant. ouais. puis c'est constant, puis ça... Ok, ben mon Dieu, c'est beaucoup de choses. Ben merci beaucoup, Marwan, Ouais, merci, Marwan. Plaisir. d'avoir fait un tour. Merci de l'invitation. Ben merci beaucoup. Puis nous autres, je pense qu'on a pas mal de temps, on a parlé avec pas mal de monde. Je pense que ça va être ça, Jean-Christophe. Alors, c'était ça pour l'épisode du Grand Rendez-vous. On espère que vous avez aimé ça. En attendant le prochain épisode, on vous demande, vous pouvez aller sur iTunes, donner 5 étoiles, laisser un commentaire, Facebook sur la page de Via Prévention, Sam... YouTube. YouTube, ben oui, c'est vrai, YouTube, allez laisser des commentaires, vous pouvez liker, vous pouvez vous subscribe, souscrire. Ouais, abonnez-vous à la page Vous abonnez, de c'est Via Prévention. Puis, écrivez-nous, allez sur la page Facebook, là, mais partagez, là, je pense que c'est le meilleur moyen pour nous là, de voir votre appréciation du podcast. Exactement. Donc, on se revoit au prochain épisode. Merci. Ciao!